Le soleil qui brille, un ciel bleu quasi immaculé, un magnifique parc arboré et des bâtiments aux allures futuristes. Oui, ce lieu ressemble bien à un campus universitaire américain, mais non, nous ne sommes pas aux États-Unis, mais bien en France et plus précisément à Toulouse, au Centre spatial toulousain du CNES qui fête cette année ses 50 ans. 5 décennies de conquête spatiale à la française sur lesquelles nous allons revenir tout au long de cette émission, dont voici le sommaire. C'est le grand succès français et européen dans le domaine des lanceurs. Ariane fêtera ses 40 ans l'an prochain. Gros plan sur la saga Ariane dans ce numéro. L'industrie satellitaire est partout dans notre quotidien et même là où on ne l'attend pas. Illustration dans une station de ski très satellisée. Enfin, le CNES prend le pouls de la Terre. Nous verrons comment l'espace va peut-être sauver le climat de notre belle planète bleue. Toulouse, photographiée par le satellite Pléiade en août 2017. Juste retour des choses pour la ville rose, qui est la plus spatiale des villes européennes, puisqu'elle rassemble dans sa région à elle seule un tiers des emplois spatiaux du vieux continent. Et ce, grâce notamment à la création du Centre spatial toulousain par le CNES dans les années 60, à la fin des années 60. Ça fait 50 ans tout juste. Et avec nous pour en parler, Geneviève Campan, qui, il y a quelques jours encore, était la directrice du site. Bonjour madame et merci d'être avec nous. Juste pour fixer les idées tout d'abord, combien de salariés travaillent ici aujourd'hui et dans quel domaine d'activité ? Alors, le Centre spatial de Toulouse est le plus grand centre technique et opérationnel du CNES. Il rassemble plus de 1700 employés, ce qui représente plus de 70% des employés du CNES, avec 80% d'ingénieurs travaillant sur 5 grands domaines d'activité que sont les lanceurs, parce qu'ici également nous travaillons sur les lanceurs, que sont les sciences, l'observation de la Terre, télécommunications, navigation et bien sûr la défense. Eh bien, avant de rentrer dans le détail avec vous, on va s'intéresser justement aux lanceurs, aux plus prestigieux d'entre eux, Ariane, un énorme succès dont l'aventure a commencé il y a 40 ans. 3, 2, 1, feu ! 24 décembre 1979, l'Europe reçoit un cadeau inestimable. Une place de leader dans la conquête spatiale, grâce à cette fusée, baptisée alors Ariane. 47 mètres de haut, 207 tonnes, le lanceur au moteur 100% made in France s'envole pour la première fois. 90% au moins des objectifs techniques de ce premier lancement sont désormais derrière nous. C'est magnifique. Je crois que toutes les équipes ont donné le maximum d'eux-mêmes, à la limite de la fatigue, et quand le lanceur est parti, il y a eu un soulagement, une joie absolument explosive de la part de tout le monde. Une joie que les équipes du CNES et de l'Agence spatiale européenne attendaient depuis 6 ans déjà. En 1973, les États-Unis refusent de lancer des satellites européens. L'Europe, dont la France en première ligne, décide alors de gagner son indépendance spatiale. Le programme Ariane vient de naître. Voici la maquette de cette fusée ici au 20e. Et c'est important car dans les années 1980 à 90, on prévoit un marché de 200 satellites d'application. Pour cela, bien sûr, il faut avoir un lanceur et un lanceur qui marche. Et ce lanceur va si bien marcher qu'il sera le premier d'une saga à succès. En près de 40 ans, 5 générations d'Ariane vont voir le jour. Toujours plus grandes, plus massives et plus puissantes. Si Ariane 1 est capable d'emporter 1,80 tonne de charge utile, sa grande sœur Ariane 5 supporte presque 10 fois plus. Les satellites deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus lourds. Et donc il faut que la performance d'Ariane suive cette évolution, ce développement. Dans la course à la conquête spatiale, Ariane a tout de même essuyé quelques échecs, comme ici en juin 1996. La première Ariane 5 explose en vol. Mais au total, 241 lancements ont été réalisés avec succès. Le lanceur européen est le plus sûr au monde. Il a mis en orbite près de 350 satellites de télécommunications. Une prouesse technique réalisée au Centre spatial guyanais. Ici, 1700 salariés travaillent à l'assemblage et au décollage de la fusée. C'est très rapide pour intégrer le lanceur. En une semaine, on a intégré mécaniquement tout l'ensemble. Après cela, il y a tous les raccordements électriques,
raccordement pyrotechnique. Il faut 4 semaines pour être prêt avant le transfert au bâtiment d'assemblage final. Chaque année, jusqu'à 7 fusées Ariane peuvent s'envoler du pas de tir guyanais. Et pour continuer de faire la course en tête dans le marché concurrentiel des lanceurs de satellites, Ariane 6 devrait prendre la relève en 2020. Ce sera un lanceur plus léger et avec un concept aussi simple que possible, des technologies déjà en cours de développement, de manière à être capable de réduire significativement le coût de lancement d'un satellite. La dernière née d'Ariane devrait atteindre en 2023 un rythme de croisière de 11 à 12 lancements par an. Voilà donc pour ce grand succès d'Ariane. Geneviève Campan, on continue de revenir sur l'histoire du Centre spatial toulousain. C'était un peu la start-up des années 60 ici. On pourrait le dire, effectivement. Alors, l'idée du CNES à Toulouse, ça vient de la grande idée de la décentralisation à l'époque, qui avait été lancée en 1955. Donc, en 61, le général de Gaulle, qui avait pris le pouvoir en 58, crée le CNES. Et c'est Pompidou qui, lors d'une visite à Toulouse, se dit il y a déjà toute la partie aéronautique, il faut compléter Toulouse de la partie spatiale. Et d'où l'idée, il va les voir à Brétigny, il leur dit il faut descendre à Toulouse. Et donc, la partie ballon est arrivée d'abord, puis les fusées-sondes, et la partie satellite est arrivée en 74. Alors la start-up de 68 a bien réussi. Si on se retourne sur ces 5 décennies d'aventure spatiale, qu'est-ce que vous voulez garder en mémoire? Je vais retenir peut-être 3 choses. L'imagerie optique, avec les célèbres images au spot, mais également Pléiades, les Hélios pour la défense également, et puis même la suite avec CSO. On pourrait parler également de l'altimétrie spatiale qui est née ici il y a 25 ans en coopération avec des scientifiques tout à fait visionnaires, l'altimétrie spatiale et toutes ces applications que l'on voit aujourd'hui sur l'état de la mer, etc. Et puis le sondage atmosphérique avec des éléments comme YASI, ce sont des instruments qui sont à bord de certains satellites et qui ont révolutionné la météorologie spatiale. Donc, un demi-siècle de grande réussite, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on voit pour le demi-siècle qui nous attend? Alors, cette année 2018 va être un peu particulière. On a un lancement sur Mars avec InSight qui va aller découvrir la profondeur de Mars. On a également un satellite qui part, alors en coopération avec de nombreuses agences, mais qui part pour découvrir Mercure. Et puis un petit dernier qui va partir en coopération avec la Chine pour mesurer les vagues avec CFOSat. Ben voilà, qui nous promet de bons numéros de carnet de vol à l'avenir. En attendant, on va poursuivre celui-ci en s'intéressant aux applications spatiales. Elles sont très nombreuses aujourd'hui et parfois même à des endroits où on ne les attend pas. Est-ce que vous saviez par exemple que certaines dameuses de stations de sport d'hiver fonctionnent grâce aux satellites? C'est à découvrir dans Carnet de vol. À la Mongie, sur le domaine du Grand Tourmalet, la journée se termine pour les skieurs. Mais elle commence à peine pour le service du damage. Le briefing des chauffeurs, comme tous les soirs, organise le travail de nuit sur les 100 km de piste du domaine. Pareil pour le Turon, vous me faites la ligne, vous me mettez la ligne à plat. Les dameuses vont donc entrer en action. En une nuit, elles couvriront 150 hectares. Ces machines de 550 chevaux sont désormais équipées d'un système d'aide au damage par satellite. Avec leur GPS, leur localisateur, le GLONASS et le GSM, les conducteurs travaillent au centimètre près. Des sondes mesurent aussi en permanence la hauteur de neige. Celle du bâti de lame vous donne la hauteur exacte au centimètre sous la lame. Celle du châssis vous donne la hauteur sous la dameuse. Ces données sont ensuite collectées. Elles sont envoyées par satellite et permettent d'établir en temps réel la cartographie précise du manteau neigeux sur le domaine skiable. Là, j'ai une zone rouge où il y a moins de neige. Les zones bleues, on est à la bonne hauteur et les zones vertes, il y en a un peu plus. Je ramène la neige du côté bleu vers le côté rouge pour le remplir. Donc sur les zones rouges, on est à 40 cm de neige à peu près. Et sur les zones bleues, vers les 1 mètre. Donc on essaie d'équilibrer la hauteur de neige sur la piste, quoi. Et là, on est en train de chercher un ancrage pour accrocher le treuil. Parce que moi, je travaille avec un câble donc, qui soulage la machine, parce que la machine, elle pèse à peu près 12 tonnes. Et donc, ça nous permet de travailler sur des pentes fortes. Voilà, tout simple. C'est très délicat parce qu'il ne faut pas tout casser non plus, il y a du matériel. Oui, là, on est passé à 5 cm du point d'ancrage. Hein. Ouais. Mais il ne faut pas le casser. Voilà. Là, j'étais bon.
On n'est pas toujours... des fois, on fait des conneries aussi. Avec ce système spatial, les heures et donc le coût du damage ont été diminués. Il faut encore 12 000 heures de machines par an pour stabiliser le manteau neigeux. Il y a 10 ans, on damait 30% de moins avec 10% de machines en plus. Le fait de le gérer efficacement, de veiller à ne pas repasser aux mêmes endroits, de veiller à ce qu'effectivement on ne dame pas plus qu'il ne faut, mais on dame ce qu'il faut par rapport aux clients. On construit ce manteau avec de la neige naturelle, avec de la neige de culture. Eh bien, il faut savoir ce que l'on fabrique, il faut savoir où elle se trouve, il faut savoir comment on la répartit, comment on la répartit mieux à des endroits que l'on sait dans l'hiver qui vont s'user plus parce que l'exposition, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, sans des applications modernes, on n'y arriverait pas et on n'aurait pas optimisé comme on a optimisé à l'heure actuelle. Cette application, conçue par les constructeurs de dameuses, ne se limite pas au travail de la neige. À la Mongie, elle a permis de créer un véritable centre opérationnel. On y gère en temps réel la plus grande station des Pyrénées françaises. C'est bon pour moi, je peux ouvrir l'école 2. Reçu et pour information sur la maintenance en G2. On y voit aussi la position des secouristes, des motoneiges, des dameuses, et on peut en cas d'accident ou de simple panne réagir au plus vite et mieux diriger les moyens. Ces applications spatiales sur le domaine skiable restent encore peu répandues, mais seront la norme en Europe d'ici quelques années. Alors voilà donc pour l'une des très nombreuses applications satellitaires dont nous disposons aujourd'hui dans notre quotidien, sans même souvent nous en rendre compte, et ce, grâce notamment au travail du CNES et de vous, Frédéric Adragna. Vous êtes sous-directeur en charge du développement des usages du spatial ici au CNES. Alors pour pouvoir disposer d'informations spatiales, il faut d'abord envoyer des satellites dans l'espace. Est-ce qu'on sait combien on en a envoyé ? Je pense que l'humanité, depuis le lancement de Sputnik en 1957, a envoyé à peu près 8000 satellites dans l'espace, dont 1200 sont encore en service. Alors, beaucoup de satellites au-dessus de nos têtes, ils sont classés par catégorie. Le plus commun, j'ai envie de dire, c'est le satellite météo, mais il y a d'autres domaines pour lesquels on envoie des satellites dans l'espace. Voilà, alors l'espace, c'est relativement connu. Les gens connaissent Thomas Pesquet, l'ISS, les télescopes spatiaux, etc. Tout le monde sait qu'il y a des satellites qui observent la planète pour le climat, pour l'environnement, pour la désertification, etc. Les gens savent moins qu'en fait, l'espace, c'est au quotidien, quasiment dans leur poche, dans leur smartphone, et puis tous les soirs aux 20h, bien sûr, c'est la météo. Et alors, comme type d'application du quotidien, on pense notamment au GPS, même si le système Galileo, le système européen va rentrer en compte, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Voilà, donc le GPS est vraiment dans toutes les poches aujourd'hui, dans tous les smartphones. Je crois qu'il y a la moitié des applications qui utilisent la géolocalisation. Par exemple, quand on commande un taxi sur notre smartphone, c'est une application spatiale. Elle est permise parce qu'il y a une localisation grâce à l'espace. L'agriculture de précision utilise donc des satellites, mais aussi des drones. Et la combinaison drone-satellite fait qu'on a des très grandes précisions à l'intérieur d'une parcelle intraparcellaire pour que l'agriculteur puisse mettre les intrants, les engrais exactement au bon endroit et en mettre juste la bonne quantité. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont permises par l'espace et on ne s'en rend pas compte, c'est tous les jours au quotidien. Alors vous, votre travail au quotidien justement ici au CNES pour démocratiser cet usage spatial, comment est-ce que ça se passe de manière pratique? Vous allez voir qui? En fait, c'est exactement le mot que vous avez utilisé. Donc, c'est démystifier, démocratiser le spatial. Et donc, nous avons choisi d'aller à la rencontre des grands acteurs dans l'économique, soit institutionnel ou privé, les collectivités territoriales, et leur parler non pas de nos satellites, parce que ça, à la limite, ils s'en fichent, de leur parler de leur métier. Par exemple, on va voir la SNCF, on leur parle de la surveillance du réseau, on leur parle de la fluidité du trafic et donc du positionnement des trains. Et c'est nous qui leur disons, ça, pourquoi vous ne le feriez pas avec du satellite? Et ils nous disent, ah oui, le satellite, mais c'est trop compliqué, c'est pas pour nous, c'est sûrement trop cher, on ne sait pas faire, c'est James Bond, quoi. Voilà, c'est de la science-fiction. Alors je dis, mais non, le satellite, c'est pour vous, c'est fait pour vous, Pléiade est fait pour vous. Pléiade, c'est un satellite fait par le CNES pour observer la Terre à très très haute résolution, à 50 cm de résolution. C'est fait pour les institutionnels français, c'est fait pour eux. D'accord. Alors on en est encore au balbutiement, j'ai envie de dire, de l'usage terrestre de l'industrie spatiale. Quels sont les grands domaines dans lesquels on va aller dans l'avenir en coordination avec l'espace? Vous le savez peut-être, mais avec Galileo, ce ne sera pas à quelques mètres qu'on sera positionné, mais à quelques centimètres. Et là, ça ouvre encore un immense champ des possibles sur les applications. Moi, ce que je pense aussi, c'est les applications de l'observation de la Terre. De plus en plus, on a des constellations qui surveillent la Terre en permanence. Tout le monde connaît Google Earth, mais Google Earth, les images, elles ont 1 an, 2 ans. Moi, je pense que bientôt, on aura un Google Earth mis à jour toutes les semaines, et donc on pourra encore imaginer des tas d'autres applications. Les collectivités territoriales sont extrêmement friandes de ces solutions pour l'aménagement du territoire, le suivi de l'urbanisation, les plans d'aménagement des transports, etc. C'est immense le champ des possibles. Bon, mais en tout cas, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur ces possibilités.
On le voit, hein, l'avenir est aux satellites, mais l'avenir est aussi à ce qui se passe sur notre Terre, et notamment à la surveillance du climat. Et bien, dans ce domaine-là également, le CNES et ses satellites nous permettent d'en savoir un petit peu plus. Regardons tout de suite comment ça se passe. Thomas Pesquet n'a eu droit qu'à 1,5 kg de bagages pour sa mission sur la Station spatiale internationale. Mais dans son sac, il a glissé un exemplaire de l'accord de Paris, tout un symbole, une photo largement diffusée sur les réseaux sociaux avec en toile de fond la Terre et son climat qui se dérèglent. L'accord de Paris pour le climat est accepté. L'accord de Paris, c'est l'engagement pris lors de la COP21 en 2015 de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Il y a urgence, la Terre se réchauffe, le climat change. Au CNES à Toulouse, ces ingénieurs observent ces changements depuis le milieu des années 80 avec la mise en service du premier satellite Spot. Pour eux, aucun doute, les mesures le prouvent, à commencer par le niveau des océans. Le changement climatique, évidemment, suscite de nombreuses interrogations quant à sa véracité et son existence. On a développé des missions qui nous permettent de mesurer les fluctuations des niveaux des océans, c'est-à-dire que le niveau de la mer monte. Et on l'a aujourd'hui démontré grâce à l'apport de ces données spatiales et une augmentation avérée de 3 mm par an. Analyser les océans, c'est la mission de CLS, filiale du CNES. Depuis l'espace, les ondes radars mesurent le relief des océans. Les satellites altimétriques, Topex Poséidon, Jason et Saral, couplés aux balises Argos disséminées autour de la planète, dressent une carte des mers. Depuis 1992, date des premières mesures, les zones marines en jaune et en rouge montrent une élévation du niveau moyen. Dans le Pacifique Sud, par exemple, on a une zone qui est rouge et donc on peut lire avec l'échelle de couleur qu'on a à peu près une augmentation de 8 mm par an d'augmentation du niveau de l'océan. L'augmentation du niveau moyen des océans peut être liée soit à un réchauffement, puisque lorsque la température de l'eau se réchauffe, eh bien l'eau se dilate. Cela peut aussi provenir d'un apport d'eau, par exemple des glaciers ou des calottes glaciaires qui fondent et qui font augmenter le niveau moyen. Observer les changements climatiques de la Terre à travers ses habitants, premiers concernés les animaux. 8000 balises Argos pistent au quotidien leurs déplacements. Les scientifiques utilisent ces données, ces cartes, pour décrire des comportements d'animaux, des migrations d'animaux, souvent de plusieurs milliers de kilomètres, d'un océan à l'autre, d'un continent à l'autre. Et ça permet d'étudier les évolutions saisonnières, climatiques, les trajectoires des animaux terrestres, marins et des oiseaux. Les éléphants de mer doivent par exemple chercher leur nourriture plus profondément. Les femelles s'affaiblissent, les morts prématurées augmentent chez les petits. Dresser le carnet de santé de la Terre, c'est l'objectif du CNES. En novembre dernier, à l'occasion du One Summit Planet, et 2 ans après l'accord de Paris, le Centre spatial a lancé l'Observatoire de la Terre avec d'autres agences spatiales étrangères. Après avoir observé le travail du CNES à destination de la Terre, on va maintenant regarder comment travaille le CNES vers le reste de l'univers. Avec vous, Aurélie Moussy, vous êtes chef de projet mascotte, on va en parler dans un instant. Mais avant d'être chef de projet, vous travaillez également sur la mission Philae, qui a été un événement planétaire quand ce petit robot a tenté de se poser sur Tchouri. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de plus grâce à Philae sur les comètes de type Tchouri? On a découvert des molécules organiques complexes qu'on ne s'attendait pas à trouver, qu'on n'avait jamais détectées sur des comètes, qui seraient des briques essentielles à l'apparition du vivant. On a découvert également, bien sûr, de l'eau. Une comète est aussi composée de glace. On a découvert que cette eau sur Tchouri n'est pas la même que celle des océans terrestres. On suppose que l'eau des océans sur Terre est arrivée de collisions avec des astéroïdes, des comètes qui auraient essaimé, on appelle ça, sur Terre. C'est pas parce que la comète Tchouri n'est pas un bon candidat que les autres comètes n'en sont pas. Philae, Rosetta, c'est terminé, c'est derrière vous. Maintenant, vous êtes chef de projet mascotte, Hayabusa 2 mascotte, pour reprendre le nom complet de la mission. Alors, en quoi consiste cette mission? C'est une mission fantastique, composée, tout comme Rosetta et Philae, d'un couple infernal, d'une sonde
japonaise, cette fois-ci, et non européenne. Hayabusa 2. Hayabusa 2, qui veut dire faucon pèlerin en japonais. Les japonais sont très poétiques. Qui embarque à son bord un petit atterrisseur franco-allemand, appelé Mascotte, qui est un éclaireur en fait pour cette mission. La grande nouveauté par rapport à Rosetta, c'est que la mission Hayabusa 2 va revenir sur Terre fin 2020 avec des échantillons du sol de l'astéroïde. Hayabusa 2 est construit de manière à pouvoir aller au contact avec le sol. C'est un système très ingénieux de la part de nos collègues japonais. Et la sonde va aller 3 fois au contact avec le sol. Seulement une fois que Mascotte s'y sera posée. On va d'abord faire notre job, arriver sur le sol, analyser grossièrement cet astéroïde, et ensuite la sonde va pouvoir venir au contact et prélever 3 fois des échantillons, dont le dernier, et c'est là où on flirte avec la science-fiction, après avoir lancé une charge explosive pour créer un cratère. Et alors c'est pas juste parce qu'on aime faire joujou avec des explosifs, c'est parce qu'on a besoin d'aller étudier du matériau qui n'a pas été exposé au soleil et au vent solaire. Un peu plus profond donc. Voilà. Le calendrier de la mission, Hayabusa Mascotte est parti quand déjà? Il est parti en décembre 2014, juste après l'atterrissage de Philae. On a 3 ans et demi de croisière. C'est un peu plus court que Rosetta qui en a eu 10 ans. Oui. On va arriver à 20 km de l'astéroïde en orbite le 27 juin, pour être exact. Dans un mois, ouais. Donc, et à partir de là, ça va s'enchaîner. On va devoir faire très rapidement une cartographie de l'astéroïde, en tirer les infos utiles pour nous. Donc, on n'a aucune idée de sa gravité, de la forme, de la température de surface, de la dureté du sol. On va essayer d'estimer tout ce qu'on peut pour préparer les opérations au sol qui vont démarrer en septembre-octobre. Donc on a l'été pour faire ça, choisir les sites d'atterrissage de Hayabusa, et Mascotte sera sur le sol de Ryugu le 1er octobre. Vous vouliez me parler également d'une prochaine mission sur Mercure. L'actualité du CNES pour l'exploration interplanétaire sera la mission Bepi-Colombo. En fait, il s'agit d'une sonde qui va aller étudier Mercure. Le créneau de lancement est à partir du 5 octobre, donc ça sera juste après Mascotte, et qui a plusieurs années de croisière avant d'atteindre sa cible. Bon, mais écoutez, je vous remercie en tout cas Aurélie de nous avoir fait rêver avec cette mission Hayabusa 2 Mascotte. Et puis vous parliez de Mercure, maintenant nous on va s'intéresser à Mars. Allez, on poursuit notre périple spatial à l'occasion des 50 ans du Centre spatial toulousain avec cette fois-ci Marianne Claire qui est avec nous. Vous êtes directrice des systèmes orbitaux ici au CNES de Toulouse. Revenons sur l'un des grands succès du CNES, de la NASA et de toute l'industrie spatiale mondiale, c'est Curiosity qui est parti en 2012 sur Mars et qui continue de travailler. Dites-nous en quoi Curiosity a servi la conquête martienne. Alors, Curiosity, effectivement, il va fêter ses 6 ans cet été, année terrestre. Et on va dire qu'il était parti normalement pour 2 ans. Il était parti pour 2 ans, donc il a très bien fonctionné, il a rempli toutes ses fonctions. Et Curiosity, il a fait 18 km sur Mars, ce qui est énorme pour un rover martien. Et ce qu'il a montré, Curiosity, avec ses instruments, c'est qu'on avait du carbone sur Mars, qu'on avait de l'azote, qu'on avait du soufre, et qu'on avait également du méthane, dont on ne sait pas quelle est l'origine de ce méthane. Est-ce que c'est une origine biologique ou une origine géologique? Évidemment, c'est tous les enjeux de Mars, savoir est-ce que Mars a été habité. Et on sait également qu'il y a eu de l'eau sur Mars et que l'eau a coulé sur Mars. Donc, un certain nombre de paramètres qui sont très importants pour penser que Mars a été effectivement habitable. Ici, on vit pratiquement à l'époque martienne. On a le chiffre derrière, je crois qu'on est 2012 jours martiens que Curiosity. Voilà, 2012 jours, ça fait pas loin de 6 ans. Exactement. Alors,
Succès de Curiosity, succès d'un certain nombre d'autres missions. Quels sont les prochains projets dans lesquels le CNES sera impliqué et qui concerneront la conquête martienne? Alors, il y a des choses qui sont très proches, puisque le 5 mai de cette année, nous allons lancer avec la NASA un atterrisseur sur Mars qui va être un sismomètre qui va étudier battre le cœur de Mars. Donc ça sera... Sismomètre, c'est ce qui calcule les vibrations du sol. Voilà, comme donc à partir des vibrations, voilà. on va en déterminer les vibrations ressenties, on va déterminer quelle est la composition du sol martien. Et puis il y aura d'autres étapes. Donc en 2024, on pourra peut-être aller explorer la lune de Mars qui s'appelle Phobos, avec un certain nombre également de participations françaises. Et puis en 2028, une des étapes majeure de cette conquête martienne, c'est la possibilité peut-être de ramener des échantillons martiens sur Terre. Donc retour d'échantillons martiens pour 2028, la question 2030, que tout le monde se pose, qui est un peu la question piège, c'est à quand le premier pas de l'homme sur Mars? Jusqu'à ce jour, il y a 50% des missions martiennes qui ont échoué. C'est un gros risque pour envoyer des humains. C'est un très gros risque encore pour envoyer des humains, quoi qu'en disent certains. Donc on pense raisonnablement que peut-être à l'horizon de 2040, on pourrait envisager des missions martiennes. Mais ça dépend beaucoup d'un certain nombre de paramètres. D'abord la sécurité des équipages, mais aussi la biologie de l'être humain. Est-ce qu'il pourra supporter des voyages de 18 mois? Parce qu'il va falloir partir pendant 18 mois. Et puis évidemment aussi des sujets, des préoccupations financières, puisque pour des missions de cette nature, il va falloir beaucoup de budget. Voilà. Bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir fait ce focus sur Mars et le CNES. Merci. Et d'ici à ce que l'homme pose le pied sur Mars, vous l'avez compris désormais, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour de nouveaux numéros de carnet de vol. J'espère en tout cas que celui-ci consacré aux 50 ans du Centre spatial toulousain vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures aéronautiques et spatiales. Et bien sûr, d'ici là, bon vol à toutes et à tous.